Un changement dans l'équation personnelle au sein de l'exécutif. Entre le président de la République et le Premier ministre, nous changeons de système. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai été le dernier Premier ministre non collaborateur en 2007. À partir de là, c'est les premiers ministres collaborateurs des présidents de la République qui ont été successivement nommés. Et c'est particulièrement vrai depuis l'ère Macron, si je puis dire. Avec une latitude de pouvoir restreinte. Alors, moins que ça encore, c'est-à-dire totalement dépendant du président de la République, nommé pour faire la politique du président de la République, et n'ayant en fait pas voix au chapitre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un changement dans l'équation politique partisane. Donc, c'est au sens le plus large. François Bayrou est cofondateur et co-héritier du macronisme. Et donc, à ce titre, il peut s'en dégager. Et si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé hier matin... Mais wesh, il a un ventre, hein. Il est dodu, non, notre François Bayrou, les mecs, hein. No grossophobie, mais il est dodu, hein. Eh, ça graille bien dans la mairie de Pau, hein. Putain. C'est bien une tragicomédie liée à la querelle de l'héritage. Vous parlez de ce tête-à-tête qui a duré près de 2 heures entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Tête-à-tête et ces interférences d'un François Bayrou appelé en espérant devenir Premier ministre et subitement se retrouvant devant un président qui lui propose de devenir numéro 2 ou numéro 3 d'un gouvernement sous un autre Premier ministre. Là, c'est un changement fondamental. Parce que, jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron a voulu occuper tout l'espace, à la fois sur le plan de la stratégie politique, mais aussi sur le plan de sa personne jupitérienne. On sort de cette période-là, parce que François Bayrou, qui est co-vainqueur, si je puis dire, de la campagne de 2017, et qui a accompagné Emmanuel Macron jusque-là, est très bien placé pour pouvoir s'en distancier. À partir du moment où il a cofondé, il peut nourrir un nouvel héritage. Il est en quelque sorte un héritier qui peut être, à son tour, un recours. Il peut tuer le père, c'est ce que vous dites. Et le père, c'est... Il veut peut-être tuer le père et... Les mecs, franchement, je vais pas vous mentir, hein. François Bayrou qui a déjà fait des présidentielles, et vous m'avez dit même dans le chat qu'il a fait de plus de 10%, il y a moyen qu'avec le bilan qui va émerger entre 2024 à 2027... Bayrou qui revient dans la course présidentielle, les mecs, c'est tout à fait une possibilité, hein. C'est tout à fait une possibilité. Ce mec-là est un stratège. Et c'est beaucoup de stratégie aussi, la politique, les mecs, hein. Ce mec-là est un calculateur, hein. Dans la position, et les positions qu'il a prises jusqu'à maintenant, successives, ont montré qu'il n'était pas tout à fait sur la ligne d'Emmanuel Macron. Donc, il peut s'en émanciper. Il a 73 ans, calmos, mais les mecs, 73 ans, j'ai envie de te dire, et alors? Vous pensez vraiment que ça va le bloquer, ça? Il aura quoi? Il y a bien eu un Biden qui a plus de 80 piges président des États-Unis. Pitié, les mecs. Il va faire le meilleur comeback comme Donald Trump, peut-être, on sait pas. Hein. Et on arrive à la troisième équation, qui n'est pas nulle. On en parle rarement en on sur les plateaux de télévision. C'est le fait qu'Emmanuel Macron va se retrouver devant une personnalité qui, subitement, risque d'être rapidement plus grande que lui. Pourquoi ? François Bayrou renouvelle l'équation présidentielle. François Bayrou, c'est l'héritier d'Henri IV. Bon. À ce titre, il a rêvé toute sa vie de réconcilier les Français. Quand vous rêvez de réconcilier les Français, à 2 ans et un peu plus d'une élection présidentielle, vous ne pouvez pas ne pas caresser l'idée d'être un jour un candidat présidentiel. C'est pour ça que... Mais les mecs, moi je suis désolé, hein, candidat présidentiel, les gars, je suis désolé. Je suis pas trop Bayrou dans ses discours. Mais les mecs, les premiers mots prononcés par Bayrou, le mec qui bégaye, le mec qui l'est essoufflé, vous l'imaginez dans un entre-deux-tours, en débat politique à la télévision, devant 20 millions de Français. Le mec, il va perdre ses moyens, je suis désolé. Il est inaudible. En plus, il nous endort quand il parle, gros. Il a zéro charisme, il n'y a rien. Il n'y a rien qui émane de lui. Moi, je veux bien qu'il fasse 10%. Mais quand même, il est bec si jamais. Ah, mon gars, je suis désolé, hein, il est peut-être bègue, je suis désolé, hein, mais les Français, déjà, je pense qu'il y a des Français qui ne sont même pas au courant que ce mec-là est bègue, de 1, et de 2, c'est pas le problème des Français qui soient bègues, les gars. Hein. Les Français, ils veulent juste un mec qui a du charisme comme du Mélenchon ou comme du Dominique de Villepin, c'est tout, frère. Et là, Bayrou, il a rien, mon gars, il y a rien, ma gueule, il y a rien qui émane de chez lui, frère. Que François Bayrou va devoir régler une équation politique très complexe, avec, bien sûr,
les autres partis politiques. Mais vous le verrez très vite, d'abord avec les siens au sein du bloc central. Parce que Édouard Philippe, M. Attal, M. Wauquiez, ils ne sont pas complètement stupides. Ils vont très vite comprendre qu'il y a là quelqu'un qui, dès lors qu'il est capable de renouveler le macronisme et en quelque sorte de le sauver, eh bien, est le mieux placé. Donc ils vont tout faire pour l'en empêcher. Nous allons le voir, c'est la partie qui reste à écrire. Ce que je dis, c'est que l'équation présidentielle fait aujourd'hui irruption dans l'agenda national. Et ça veut dire que le calendrier devient très important. Le calendrier, c'est quoi? C'est traditionnellement le maître du temps, le maître des horloges. Il nous l'a suffisamment rappelé pour qu'on s'en souvienne. C'est Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les horloges, elles sont partagées. Elles sont partagées entre l'exécutif et le législatif. Le Parlement, on l'a vu avec la motion de censure, détient une partie de la maîtrise des horloges. Mais désormais, François Bayrou détient à parité, et peut-être même un peu plus, une part de cette maîtrise du temps, puisque lui, à tout moment, il peut dire au président de la République... Je suis de Pau et j'invite les curieux à voir combien il a vendu la Villa Formose au groupe Pichet, au rabais, une honte pour la ville. Jure, il traîne des casseroles, monsieur François Bayrou. Ouh là là, ouh là là. Vous ne m'autorisez pas à proposer ceci, vous n'acceptez pas que je modifie la réforme des retraites. Très bien, eh bien voilà ma démission, monsieur le Président. Et nous connaîtrons alors, en le sachant ou sans le savoir, exactement la même palinodie que nous avons rencontrée hier matin, c'est-à-dire un bras de fer avec un entourage présidentiel qui ne voulait à aucun prix de François Bayrou, parce qu'eux, ils ont très très bien compris qu'à partir d'aujourd'hui, le pouvoir se déplace de l'Élysée vers Matignon. Alors justement, François Bayrou s'est exprimé hier, on peut l'écouter. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp, auquel je pense. Mais ce soir où il a été élu, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « Enfin, les ennuis commencent ». Alors justement, ce qui est très intéressant, vous avez souligné à quel point on est peut-être en train de basculer dans l'exercice de l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire que c'est peut-être enfin le gouvernement qui va conduire et déterminer et conduire la politique de la nation. Mais vous avez parlé du renouvellement du macronisme. Est-ce que vous pensez qu'il faut renouveler le macronisme ou qu'il faut ouvrir une nouvelle voie, et dans ces cas-là, laquelle ? Alors, je pense que le macronisme est épuisé. Merci Adnan pour le sub. On le voit maintenant depuis plusieurs années. Il est épuisé et la tentative d'Emmanuel Macron répétée pour continuer à se placer au centre du jeu politique, y compris en inventant une nouvelle méthode, montre qu'il n'a jamais renoncé à incarner ce macronisme, un macronisme intrusif qui domine le jeu politique. Alors, il est épuisé à la fois sur le plan des principes, d'abord parce que le macronisme n'a jamais eu de principe. Et c'est en ça que le macronisme est un opportunisme et ne sera jamais un gaullisme. Il n'y a pas de principe qui fonde le macronisme. Et il change d'avis comme de chemise. Le en même temps est une façon d'être partout présent selon les segments télévisés et selon les différentes franges de l'électorat. Il n'y a pas de principe et, par ailleurs, il n'y a pas de ligne politique. C'est-à-dire que le macronisme, par exemple... Parlons également des anciennes galeries du centre-ville où toutes les boutiques ferment. Mais attendez les gars, vous êtes en train de me vendre Pau comme une ville où François Bayrou, il est passé maire de Pau, mais il a détruit la ville, c'est ce que vous voulez me dire en fait. Je prends note, hein. Je prends note. À ce qui paraît, Pau, ça pue sa mère. Je prends note. Tous les magasins ferment. Le mec, il a vendu une villa au rabais. Ok, merci. Si vous avez d'autres anecdotes comme ça de François Bayrou, maire catastrophique, n'hésitez pas les mecs à me le dire dans le chat. Hein. N'hésitez pas les habitants de Pau. Hein. N'hésitez pas. A été l'ambition de renouvellement français technologique, la Startup Nation, l'ambition de modernisation. Mais il ne s'est jamais véritablement donné les moyens. Il a fait notamment l'impasse sur tout l'aspect budgétaire. Et il se réveille... même pas aujourd'hui, parce qu'il n'en parle pas, il se réveille dans une France très endettée, avec des déficits importants, qui n'en peut plus, mais... Et donc, c'est toute cette addition que François Bayrou va devoir faire. Et François Bayrou peut, par petites touches, changer le logiciel macroniste, le faire évoluer, au point
avant que Emmanuel Macron ne s'en rende compte, de le convaincre qu'il doit évoluer jusqu'au moment où il le convaincra que le macronisme est mort et qu'il faut l'incarner autrement. Évoluer vers quoi quand vous voyez que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de sortir de l'arc républicain le RN et la France insoumise? Est-ce que vous vous dites que c'est la bonne méthode? Non, c'est ni la bonne méthode, ni les bons principes. Et je crois qu'il est très important que nous puissions tous ensemble, toute la classe politique et les Français, clarifier ces concepts, qui sont des outils de campagne électorale. Le Front républicain, la défense républicaine, la concentration républicaine, c'est des outils de combat politiques et électoraux. Le président de la République, il faut le lui rappeler quand même, parce qu'il oublie parfois des éléments élémentaires. Il est président de tous les Français. Il n'a pas, lui, à distinguer selon les bons et les mauvais Français. Et la façon dont il a conduit les négociations pour choisir ce nouveau Premier ministre montre bien qu'il n'a rien appris. Il continue à choisir sur l'échiquier politique ceux qui lui vont et à écarter ceux qui ne lui vont pas. Président de la République, Dominique de Villepin, vous feriez quoi? Parce que cette coalition, on a du mal à l'imaginer encore. D'abord, la situation actuelle, et je pense que c'est un des constats que va faire François Bayrou très vite, ne laisse pas beaucoup d'autres choix au Premier ministre qu'un accord de non-censure. Donc c'est dans les 3 choix qu'avait présenté le président de la République, l'accord de coalition, l'accord de programme et l'accord de non-censure, il ne reste que ça. Donc c'est vraiment la politique réduite aux acquêts. Parce que pour l'instant, on en est à un... Finalement, on a un suceur de François Bayrou. Il a largement aidé Pau. C'est un super maire. Il a refait le Forail. Il a refait la banlieue principale. Ok, bon, c'est bon. On a un supporter de François Bayrou, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui sucer la bite, il n'y a rien, il ne vous connaît pas, les mecs. Tranquille. Un deal, pas de 49.3, pas de censure, pas de dissolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun, le président, le Parlement et le gouvernement, chacun renonce à ses prérogatives centrales, institutionnelles. Ouais. C'est en quelque sorte un reniement. On se dépouille, on arrive, et là encore, marché de dupes. Parce qu'il est bien évident que chacun d'entre eux peut à tout moment y recourir, au moment qu'il aura choisi, tout en ayant pris l'engagement de ne pas le faire. Mais si le pays est bloqué, Emmanuel Macron, à partir du mois de juin, pourquoi renoncerait-il à clarifier le jeu politique et à dissoudre? Mais le pays est-il condamné à être bloqué? Vous feriez quoi? Vous gouverneriez avec qui? Eh bien, c'est là où il faut se donner de nouvelles marges de manœuvre. Et c'est, à mon sens, ce que va essayer de faire François Bayrou à partir d'une modification du logiciel macroniste. En d'autres termes, agir en responsabilité, rigueur et sérieux en matière comptable. Agir avec une toute petite vision du moyen-long terme sur le plan de la politique économique, et ça veut dire donc intégrer cette exigence technologique qui est le seul moyen de gagner de la croissance et de développer le pays. Troisièmement, c'est le point de départ de tout, c'est l'exigence sociale. La justice sociale, c'est le péché fondateur du macronisme. Quand le macronisme a commencé en rognant les APL, on avait compris, c'était perdu. Il fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre que... Donc là, c'est pas cool, vous savez pas exactement, t'es pas de Pau. Mais le mec qui a sucé la bite de François Bayrou, il est poli au moins ou pas? Les gars, arrêtez les droitards là de mon chat. Déjà, pour commencer, vous allez commencer à baisser d'un ton. Tranquille, les gars. Les gars, tranquille. François Bayrou, il vous connaît pas. Arrêtez des suceurs. Tranquillo. C'est bon. Wesh, c'est tranquille. Emmanuel Macron considérait que la justice sociale ne venait pas au début, mais venait à la fin, à travers une théorie qui est la théorie du ruissellement, fondé sur une politique de l'offre tous azimuts, qui malheureusement n'a pas donné les résultats escomptés. Là, vous donnez un programme, mais vous ne donnez pas la méthode. Et la méthode, justement. Oui, la méthode. Gouverner avec qui? Vous formeriez quelle coalition? Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui séparer le fond de la forme. Et donc, il faut essayer de rassembler l'équation politique la plus large. Elle ne sera pas très large, mais en tout cas, éviter l'effondrement, éviter qu'il ne soit renversé, en partant du programme le plus élémentaire. C'est quoi le noyau du programme aujourd'hui? C'est un budget. Vous savez, c'est le point de départ. Moi, je serais François Bayrou. Je proposerais aux Français d'abord que les partis politiques, au moins, donnent un budget à la France. La loi spéciale ne nous donne pas un budget satisfaisant. Elle permet la continuité. Elle permet tous les mois de voter le budget de l'an dernier. Donc il faut donner un budget aux Français. Satisfaire à une exigence sociale, il y a un geste à faire. Satisfaire à l'exigence budgétaire, il y a un effort de sérieux. Michel Barnier avait mis la barre haute, 60 milliards, donc 40 milliards de réduction d'impôts. C'était trop? Je pense qu'il s'était mis dans l'idée, lui déjà,
de se positionner en sauveur possible. Donc il avait mis la barre haut, alors que les marchés se seraient satisfaits. Les marchés, ils veulent de la continuité, de la stabilité. Ils ne veulent pas forcément un champion de 100 hauteur. Mais comment vous qualifiez cette période qu'on est en train de vivre? Quel mot vous mettez sur ça? Est-ce que c'est une crise de régime? Nous nous approchons. Si De Villepin raille quelques personnes à sa cause, il y a tellement un boulevard pour 2027. Les mecs, attention quand même, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va représenter. Il va représenter quelle France? C'est quelle France qui aime François Bayrou, les mecs? Moi, je vois plein de tweets de gauche, mais moi, je vous parle de la gauche du PS, la gauche écologiste, etc., qui disent... Parce que Mélenchon... On n'aura pas le temps de le regarder ce soir, les mecs, mais en gros, Mélenchon a parlé d'une candidature commune. Mais la candidature commune, ça va être une candidature LFiste. Il estime être le meilleur candidat de gauche en termes de pourcentage, en termes de sondage, en termes de tout ce que vous voulez. Mais au fond, il a raison, les mecs. Et encore une fois, on aura des mecs de gauche qui vont dire « Non, mais Mélenchon, c'est pas lui qui va sauver la gauche, c'est pas lui le candidat naturel. Moi, j'ai envie de faire partie de cette aventure-là. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Mais soyons réalistes, les mecs. Qui est le personnage le plus rassembleur à gauche, même s'il est clivant, parce que tout le monde n'a pas Mélenchon dans son cœur, parce que, vas-y, ils ont été matrixés par les médias, parce qu'il a parlé de manière un peu trop fort, ou il a fait le tweet de trop, ou je ne sais pas quoi. Quelle est la personne qui rassemble le plus à gauche? Hollande! Mais les gars, un peu de sérieux, les mecs. Hollande est la première personne qui est détestée par la gauche. Comment vous pouvez dire François Hollande? Comment vous pouvez dire François Hollande? Vous êtes pas sérieux quand vous dites ça? Ruffin! Mais les gars, vous pouvez... Non mais vous êtes pas sérieux le chat. Je suis désolé, vous êtes pas sérieux. Ruffin, il a failli perdre sa circonscription. Il a failli la perdre, sa circo. La circo, elle était à 2 doigts d'être au chômage, ma gueule. Par pitié. Mais c'est des trolls, c'est pas possible. Je crois que c'est des trolls, gros. Je crois que c'est des trolls. Fabien Roussel, il a perdu sa circonscription. Et vous me dites que le candidat naturel pour être à la présidentielle, c'est... Monsieur Roussel, un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Le chat, s'il vous plaît. Vous me dites Philippe Poutou, vas-y, ok. Mais vas-y, ça marchera pas non plus, les mecs. Ça marchera pas non plus, gros. Ah, s'il vous plaît. Moi, Manuel Bompard, j'aimerais bien que Manuel Bompard y aille de manière naturelle, mais en remplacement de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aimerais bien que ce soit Manuel Bompard, parce que on écoute quasiment tous ses discours sur mainstream, les mecs, et de plus en plus on l'écoute, de plus en plus son discours est de plus en plus tranchant. Et ça, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les mecs. Moi, j'aime bien. J'aime bien le karaté de Manuel Bompard en ce moment. J'aime bien. De la crise de régime, parce que derrière tout ce que nous disons, et derrière ce gouvernement qui est presque celui de la dernière chance pour Emmanuel Macron, de François Bayrou... C'est le gouvernement de la dernière chance. Nous n'en sommes pas loin. Là aussi, l'horloge fait tic-tac. C'est-à-dire que, après avoir été désavoué déjà 3 fois par les Français, aux européennes, aux législatives, avec la censure de Michel Barnier, s'il y a un 4e désaveu, très honnêtement, la partie devient quasiment impossible pour Emmanuel Macron. Les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, c'est-à-dire les dégâts causés par sa personne à la France, et... Manuel Bompard, président, et Dauphin député, mon rêve. Les mecs, je pense que si Manuel Bompard il termine président de la République, il m'oubliera, les mecs. Hein. C'est tout le temps pareil avec ces mecs-là. Dès que ça perce, les gens ils m'oublient. Dès que ça perce, il va m'oublier. Il va me bloquer sur Twitter, ma gueule. Il va m'oublier. Il va me dire c'est qui ce noir? T'es qui, gros? Tes locks mal faites, tes contours pas faits. Gros, t'es qui? C'est sûr, il va me dire ça, Manuel Bompard. D'une manière générale aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa charge. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il devrait démissionner? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose d'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui. Mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. Voyons bien les choses en face. N'empêche, les mecs, c'est là où aussi le jeu médiatique il est assez dégueulasse envers Mélenchon, c'est que toutes les personnalités politiques et même journalistes te disent que Mélenchon est un forceur. Mélenchon, c'est un forceur avec cette envie de démission, etc. Mais c'est même pas la seule personne de gauche qui le dit. Et il y a d'autres personnes, d'autres sensibilités, comme par exemple David Linard qui le dit aussi. T'as Dominique de Villepin, c'est pas la première fois, qui parle d'une démission d'Emmanuel Macron.
Il n'y a aucun journaliste qui dise que c'est un forceur. Ils le disent tout le temps à Mélenchon, qui veut précipiter la présidentielle, qui veut cette présidentielle anticipée, qui le veut le plus vite possible, etc. Mais c'est même pas le seul à le demander. Mélenchon le réclame. Mélenchon le réclame parce qu'il estime que la situation est bloquée. Macron a bloqué les institutions de par ses décisions, de par sa décision d'avoir dissous l'Assemblée nationale, de par sa décision de ne pas mettre un Premier ministre NFP. Macron est le seul responsable de ce blocage institutionnel. Donc c'est normal que Mélenchon, il aimerait une présidentielle anticipée. Et c'est pas le seul à le penser. Si on fait un référendum, ils vont déchanter. Mais oui, mais oui.